Au moment où le dernier ouvrage de Bertrand Badi, L'Art de la paix, sort dans les librairies, le fracas des armes se fait encore plus tonitruant au Moyen-Orient. Après les assassinats de chefs emblématiques du Hamas et du Hezbollah via des frappes au Liban et en Iran, attribuées à Israël ou assumées par Israël, après des tirs de missiles iraniens ou du Hezbollah sur Israël, après un début d'invasion du Liban par Israël, tout ça c'est dans le désordre, c'est la guerre ouverte entre Téhéran et Tel Aviv. C'est aussi l'implication inconditionnelle des États-Unis aux côtés d'Israël, avec les risques d'alliances croisées et les incertitudes que l'on peut imaginer. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. C'est la guerre, disais-je, mais une guerre attendue, préparée, souhaitée au moins par certains protagonistes. Adieu que la guerre est jolie, déclamait avec une ironie amère le poète Apollinaire en 1915. Et aujourd'hui, jusqu'où allons-nous être conduits? Ce qui se passe au Moyen-Orient témoigne-t-il d'un mépris désormais partagé pour les paix bancales et rudes à maintenir et d'une fascination pour les bonnes guerres? J'en parle tout de suite avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po. C'est l'heure de sa chronique « Le monde n'a pas de centre » sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, est-ce qu'on peut dire, sans être coupable d'exagération, qu'avec le face-à-face frontal avec l'Iran, Benyamin Netanyahou tient enfin sa guerre qui mettra fin aux pudeurs de gazelle des États-Unis, première puissance mondiale, et lui permettra de triompher de ses ennemis dans la région, mais aussi de rester au pouvoir encore longtemps dans son pays? C'est ce qui fait peur, parce que effectivement, on voit bien le lien intime qu'il y a entre politique et guerre, entre pouvoir et guerre, comment l'un et l'autre s'acoquinent de manière tout à fait remarquable. La guerre renforce l'État, renforce l'armée, renforce la centralisation du pouvoir, renforce la bureaucratie, renforce la fiscalité, mais la guerre aussi protège ceux qui la font, à défaut de protéger ceux qui en sont victimes. Et donc, il y a tellement de liens entre le fait guerrier et le pouvoir politique que l'on comprend qu'un dirigeant d'un pays qui est en situation de difficulté, il ne faut quand même pas oublier ce qu'est l'histoire judiciaire de Netanyahou, qui est dans une situation institutionnelle incertaine, puisque sa coalition est pour le moins fragile, qui est aussi dans une situation assez critique pour une raison très simple, c'est que voilà 76 ans que le pouvoir israélien veut venir à bout de la résistance palestinienne, il n'y parvient pas. Et en même temps, et c'est là que, je dirais, le drame se noue, il n'y a pas de plan B en Israël. C'est-à-dire qu'Israël part du postulat qu'il est menacé dans sa sécurité, que cet État est menacé dans sa sécurité, que cette population est menacée dans sa sécurité, et qu'il y a une seule façon de faire parade à cette menace, qui est l'usage de la force. Mais en même temps, deuxième fois, plus on fait usage de la force, et plus on s'aperçoit qu'on ne parvient pas à, comme on dit, éradiquer la résistance palestinienne. Donc, c'est un paradoxe. Quand tu n'as pas de plan B, que tu t'entêtes dans une solution qui n'a aucune efficacité, quel est l'autre choix que ce que l'on appelle l'escalade, c'est-à-dire continuer à gravir les marches de l'usage de la force et de la puissance. Alors, peut-être qu'il se dit, Benyamin Netanyahou, que les États-Unis étant la première puissance militaire mondiale, le fait que désormais ils soient face à l'Iran, ennemi historique des États-Unis, fait que les États-Unis vont
se mettre tout à fait à ses côtés, l'Occident va se mettre tout à fait à ses côtés, et que le surcroît de puissance qu'il gagnera lui permettra de triompher vraiment d'un point de vue militaire. Oui, je crois qu'il y a un mélange de conviction, de stratégie et de pari. La conviction, c'est quoi? C'est qu'effectivement, Netanyahou, mais bien avant Netanyahou, la plupart des dirigeants israéliens, et même Herzl, lorsqu'il a construit le sionisme, c'était pour concevoir celui-ci comme la pointe avancée de la civilisation occidentale dans un ordre de barbarie. Donc là, il y a quelque chose qui relève presque de la théologie, c'est-à-dire nous avons une mission civilisatrice, en cela nous sommes la pointe avancée de l'ensemble des États occidentaux, donc les États occidentaux ne peuvent que nous soutenir. Et ça, c'est un refrain qu'on retrouve. Et ça marche depuis. Et ça marche parce que, et ça c'est peut-être l'élément nouveau, les dirigeants occidentaux, la classe politique occidentale en est de plus en plus convaincue. Du temps des affrontements d'hier, d'abord du temps de la création de l'État d'Israël, des premiers temps d'État d'Israël, il y avait encore un débat en Occident en disant mais est-ce que véritablement c'est la meilleure des formules possibles? Maintenant, on voit de plus en plus, alors qu'en France, on a dépassé la fameuse politique arabe qu'avait initié le général de Gaulle, il y a de plus en plus dans le monde politique un front commun pour effectivement adhérer à cette conviction. C'est différent dans la société et l'opinion publique, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'aspect conviction. Deuxièmement, il y a un aspect stratégie. L'aspect stratégie, j'ai commencé à l'effleurer tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'autre façon de se défendre que d'attaquer et que de faire usage de la force, que le rapport de force, de toute manière, est la meilleure des protections. Alors on a vu au 7 octobre que ce n'était pas vrai, d'une part, comme les États-Unis l'ont découvert le 11 septembre 2001, et puis d'autre part, on s'aperçoit que la puissance, la force, la coercition, ça ne marche plus nulle part, ni au Vietnam, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni dans les guerres de décolonisation, ni aujourd'hui en Kanaki, par exemple. On pourrait multiplier les exemples. Et puis enfin, il y a un pari. Et ce pari, c'est ce qu'il faut suivre de manière attentive, c'est que Netanyahou va, par ce geste militaire, en même temps reconquérir une opinion publique israélienne qu'il avait en grande partie perdue. Et ça marche un peu. Sa cote de popularité est meilleure en Israël aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire l'effet guerre et l'effet mobilisation, c'était là le pari, semble marcher. Et puis le deuxième pari, c'est que effectivement, en liant la conviction et la stratégie, il pourra mener une guerre contre l'Iran, parce que je crois qu'effectivement c'est la cible principale, c'est ce que les dirigeants israéliens perçoivent comme la plus forte menace sur leur propre sécurité, et qu'il pourra en profiter, et c'est dans le verbe « profiter » que se situe l'essentiel du problème, pour démanteler l'équipement nucléaire iranien. Alors pourquoi démanteler l'équipement nucléaire iranien ? L'équipement nucléaire iranien en voie de constitution. L'Iran n'a pas la bombe aujourd'hui. Pourquoi faut-il ainsi s'attaquer au programme nucléaire iranien ? Non pas tellement parce que Israël est menacé d'un holocauste nucléaire. Il est évident que si jamais un jour l'Iran avait la bombe et qu'il l'utilisait contre Israël, Téhéran n'existerait plus dans les 15 secondes qui suivraient. Donc c'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est si l'Iran finit par acquérir l'arme nucléaire, Israël n'aura plus le monopole de l'arme nucléaire dans la région du Grand Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose qui contredit l'exigence de puissance dont je parlais tout à l'heure, l'exigence de dissuasion dont je parlais tout à l'heure, et que donc les dirigeants israéliens, et pas seulement Netanyahou, jugent inacceptable.
Alors, est-ce que quelque part, dans cette fuite en avant guerrière, il n'y a pas une sorte de foi quand même dans les vertus purificatrices de la guerre, d'autant plus que nous sommes sur une terre sainte où les messianismes sont nombreux. Est-ce que cela effleure l'esprit des dirigeants israéliens, ou alors c'est juste une narration à l'usage d'une partie de la population? Moi, je crois que le narratif... Et ailleurs aussi dans le monde chiite, musulman, partout, en fait, c'est à peu près... Il faut être prudent, Théophile, parce que le narratif principal, je crois l'avoir dit tout à l'heure, nous sommes la civilisation, et c'est vrai qu'il y a une dimension messianique à cette civilisation, c'est-à-dire une civilisation créée, voulue, forgée par la volonté de Dieu. Hein. Ça, c'est certain. Mais je suis toujours prudent quand il est question de religion dans la sphère des relations internationales. Elle est très présente, la religion, mais elle est présente davantage de manière instrumentale que de manière essentielle. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans les visions à la Huntington sur le choc des civilisations, le choc des religions. Les religions ne sont pas faites pour se choquer, pour s'entrechoquer. Mais en revanche, l'alibi religieux est probablement le meilleur des instruments politiques qui soient. Pourquoi ? Parce que le discours religieux, c'est de dire ce que je fais répond à une volonté qui me dépasse, qui est surhumaine, qui est celle de Dieu. C'est imparable. Donc tout le monde va manipuler ce genre de choses. Et effectivement, on voit la manipulation du message biblique par Israël, on voit la manipulation des messages musulmans à l'intérieur de l'islam, on voit effectivement ce rôle propre au chiisme et propre au sunnisme, qui quelquefois s'efface totalement. On oublie que le Hamas et le Hezbollah, l'un est sunnite et l'autre est chiite, et en même temps, les commentateurs nous disent qu'ils sont alliés. Sur le terrain, sur le champ de bataille syrien, ils étaient opposés. Donc tout ça est très très compliqué, tout ça est très instable, et tout ça est instrumentalisé par une volonté politique. La volonté politique, c'est celle que j'exposais tout à l'heure. Alors, le régime iranien, il est loin d'être tendre. Il déteste avec constance l'État d'Israël, qui le lui rend bien. Mais finalement, lui et le Hezbollah libanais ont joué d'une certaine manière la carte de la retenue pendant des mois. Et là, il se déchaîne. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait hier et pourquoi le fait-il aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas s'il le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'il le fait aujourd'hui... Il y a quand même eu il y a eu une action très importante. Une action massive, plus massive 180 missiles, c'est plus important que ce qui avait été tiré en avril et qui avait déjà retenu les chroniques. Mais réfléchissons. Le tir de missiles d'il y a quelques heures, qu'il y a quelques jours, chacun savait qu'il ne serait pas destructeur. Chacun savait que le fameux dôme de fer donnerait à cette action une dimension spectaculaire, une dimension de crédibilité. C'est-à-dire, il faut savoir, effectivement, lancer des missiles, et qui ne sont pas n'importe quel missile, sur un territoire qui n'est pas un territoire immédiatement voisin. Donc tout ceci valorise effectivement la réputation et la crédibilité de l'Iran auprès de ses alliés et d'une façon générale dans la région. Il ne faut pas oublier que l'un des principes fondamentaux de la politique étrangère iranienne, c'est d'être reconnu comme puissance régionale. Si l'Iran n'avait pas réagi à l'assassinat de Haniyeh et à celui de Cheikh Nasrallah, il aurait perdu cette réputation et en même temps cette capacité de puissance régionale. Mais la manière dont les choses se sont déroulées faisait que, sauf accident, tu vois, je dis sauf accident, il n'y aurait pas de désastre sur le sol israélien. Maintenant, la vraie question, c'est comment les Israéliens vont vouloir interpréter cette action. Est-ce qu'ils vont vouloir la dramatiser pour avoir ainsi le prétexte de cette action militaire offensive contre l'Iran, ce dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire, ils vont considérer plus profitable
de montrer que décidément leur technologie est supérieure à celle de ses voisins barbares ou semi-barbares, et donc considérer qu'ils n'ont pas à répliquer. Ils ont déjà annoncé qu'ils répliqueraient. On ne sait pas quelle sera la force, la puissance de cette réplique. C'est ça qu'il va falloir suivre. L'enjeu pour l'Iran, il est peut-être aussi interne. On a parlé des enjeux internes en Israël avec Netanyahou, mais le régime iranien, beaucoup d'analystes le disent, menacé d'implosion, avec des contradictions internes certaines, avec une population qui est plutôt défiante par rapport à lui, et donc quelque part se découvrir dans une forme de guerre à destination de l'étranger pourrait aussi être un risque interne, non? Je crois qu'il faut voir la chose de manière plus globale. Je pense qu'on a très mal analysé l'événement qui a été l'élection de Massoud Pezeshkian comme nouveau président de la République islamique d'Iran. Pourquoi? Parce que chacun sait qu'en Iran, le maître, c'est le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. Et il y avait en finale, pour ne pas parler des étapes précédentes, 2 candidats, l'un qui était de la même sensibilité ultra-conservatrice que Khamenei, il s'agissait de M. Jalili, et un autre, Pezeshkian, qui était réputé réformateur, partisan d'une politique d'ouverture. Pourquoi le guide suprême a-t-il laissé le réformateur se faire élire à la place de l'ultra-conservateur? Ça aurait été très simple d'élire Jalili. Pourquoi? Parce que je pense qu'était en train de s'élaborer, et ce n'était pas du jour de ces élections. Le phénomène, je crois, a commencé quelques semaines, voire quelques mois auparavant, une nouvelle stratégie où, effectivement, tu as raison, le régime a tiré les conséquences d'une impopularité croissante et qui a été particulièrement avivée par les massacres de l'automne 2022 et l'assassinat de Mahsa Amini, parce que la situation économique est catastrophique. Et donc, pour au moins ces 2 raisons et beaucoup d'autres, le régime et le guide ont considéré qu'il était indispensable d'avoir une politique systémique, j'appellerais systémique, c'est-à-dire d'ouverture sur le monde et de tenter de réguler, par connivence avec d'autres acteurs de la scène mondiale, la crise régionale. Et de ce point de vue, beaucoup de contacts ont été établis avec les États-Unis. On le sait, ça. Et ces contacts portaient notamment sur la non-réplique. Ça aussi, c'est quelque chose de documenté maintenant. Et je crois que ce n'est pas une question de tendance au sein de la République islamique, c'est une question de régulation. Pour faire face à une situation extrêmement difficile, mieux vaut jouer la carte de l'ouverture du système politique iranien sur le monde. Et quand on voit l'activisme qui a été celui de Pezeshkian aux Nations Unies la semaine dernière, par exemple, on voit à quel point cette diplomatie est active. Alors on constate aujourd'hui une forme de supériorité militaire d'Israël dans la région, mais ce rapport de force peut-il être demain un facteur de paix ou plus sûrement d'humiliation et de formes plus sournoises de guerre? On pense naturellement au terrorisme. Eh bien, c'est très bien posé parce que finalement la puissance aujourd'hui, elle est intacte, peut-être même renforcée dans ses capacités de destruction. On l'a vu à Gaza, mais on le voit dans toute forme de guerre qu'on appelle asymétrique, où le puissant peut continuer à faire très mal. Mais en revanche, la puissance a perdu sa vertu politique. C'est-à-dire, on peut détruire sans que cette destruction permette de construire un ordre politique qui vous est plus favorable. C'est ça la contradiction majeure. Et c'est une vieille histoire qui remonte aux guerres de décolonisation. La France a gagné la bataille d'Alger. La France a fait pas mal de mal dans cette guerre de décolonisation. Mais finalement, c'est le faible qui a gagné. Et on pourrait ainsi continuer. C'est-à-dire, Israël a une capacité intacte et même renforcée de détruire et de tuer, mais pour autant, une capacité sans cesse en régression de construire un ordre politique qui soit enfin conforme
à ses vœux. Donc ce qui me fait peur dans une guerre de cette nature, c'est qu'elle risque d'être extrêmement destructrice, mais de toute façon, on sait par avance qu'elle ne débouchera sur rien. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre que tu as la gentillesse de citer, je dis « Il est temps de retourner à la paix positive pour comprendre que la paix, c'est pas la non-guerre, c'est pas la trêve, c'est reconstruire un ordre en passant par d'autres chemins que ceux de la puissance. » Alors, on a l'impression que la France est à la fois plus équilibrée d'un point de vue théorique que les États-Unis, y compris dans cette nouvelle séquence, et qu'elle est tout de même gênée aux entournures quand il faut dire les termes, notamment quand il faut admettre l'agression israélienne sur le Liban. Par exemple, Jean-Noël Barrot, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères du gouvernement Macron-Barnier, il a passé un mauvais quart d'heure au Liban, à Beyrouth, récemment. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était, pardon ? Pourquoi vous parlez de morts dans des explosions non. Et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et j'ai pas de problème à parler de bombardement. Très bien. Alors, c'est quelque chose d'assez paradoxal. La France, finalement, demande une conférence sur le Liban. La France demande à Israël d'arrêter ses incursions. La France demande à l'Iran aussi d'arrêter. Elle essaye de se mettre, dans une situation d'équilibre, mais la traduction politique, enfin, en tout cas, la traduction verbale de cet équilibre voulu n'existe pas. En tout cas, elle est mal perçue. Alors, trois choses. La première, c'est que lorsqu'on est impuissant, on parle. Et effectivement, la diplomatie française est une diplomatie qui se fait de plus en plus rhétorique, et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire faire de grandes déclarations pour appeler à la retenue, pour dire qu'on est aux côtés d'eux, pour dire que l'on n'oubliera pas, etc. Mais... faut se mettre dans la peau d'un Palestinien. Ça fait quand même 76 ans qu'il entend des bonnes paroles. La France a quelques leviers encore sur Israël. Pas tant en termes militaires, puisque là, l'essentiel se joue au niveau des États-Unis. Mais par exemple, sur le plan commercial, sur le plan des relations économiques. Donc là, il y a une capacité, d'aucuns diraient de sanction, ou en tous les cas, de contrainte. Il n'y a pas de passage de la parole à la sanction. Et c'est là que vient ma deuxième remarque. C'est-à-dire qu'il y a une gêne qui devient extrêmement remarquable dans la classe politique, qui n'ose pas critiquer l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, et qui adhère de manière plus ou moins mécanique à l'idée que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Israël est là pour défendre la civilisation occidentale au Proche-Orient, et en face, c'est les islamistes, donc effectivement, on a intérêt à soutenir la cause occidentale face à la menace islamiste. Ça, c'est une affirmation qui est d'ailleurs reprise à titre principal par l'extrême droite. Hier, M. Sébastien Chenu disait que la France doit apporter un soutien inconditionnel à Israël. Plus on se déplace vers la gauche, plus le discours est hésitant. Mais je n'entends pas dans la gauche, non plus au sein de la gauche, un discours extraordinairement clair. Autant dire, il y a un embarras dans le choix des référents. Dans une partie de la gauche, le discours clair est assimilé quasiment à l'adhésion à des thèses des mollahs iraniens ou à des thèses de Hamas. Par exemple, la France insoumise a plein de problèmes à se faire entendre. Et voilà. Et puis enfin, le troisième problème que je voulais évoquer, qui est extrêmement grave, c'est que la France n'a plus aujourd'hui la capacité diplomatique qu'elle avait hier. Ça s'est éteint brutalement, cette capacité diplomatique de la France au Proche-Orient, en 2003.
En 2003, Chirac est plébiscité parce qu'il s'oppose à la guerre américaine en Irak. En juin 2003, Chirac se réconcilie avec les États-Unis et c'en est fini du prestige de la France. La France, maintenant, devient anonyme et inaudible. Et, un vrai paradoxe. Oui, parce que Chirac n'a pas eu le courage de tenir cette position qui, effectivement, était coûteuse, de résister à la puissance américaine. Rappelle-toi le boycott des produits français aux États-Unis, etc. Et à ce moment-là, Chirac s'est brutalement engouffré dans une collaboration étroite, ce qui ne s'était jamais produite avec les États-Unis dans la gestion du dossier moyen-oriental. C'est la fameuse résolution 1559 qui a été co-rédigée par la France et les États-Unis, ce qui était une nouveauté et qui montrait la fin de cette politique gaulienne au Moyen-Orient. Sarkozy, Hollande et Macron ont renforcé le trait. En plus, on oublie également que c'est juste après cette affaire irakienne que la France de Jacques Chirac et les États-Unis de Bush ont géré d'une manière assez douteuse le renversement de Jean-Bertrand Aristide à Haïti. Tout à fait. Alors, que vont faire les pays du Sud global? Que vont faire la Russie et la Chine? Est-ce que ce conflit peut faire advenir un nouvel ordre régional au Moyen-Orient, le fameux Grand Moyen-Orient rêvé il y a une vingtaine d'années par l'administration Bush et plus largement par les néoconservateurs américains et même européens? Alors, moi, je serais très prudent sur la recomposition parce qu'on ne sait pas encore quels sont les paramètres qui vont décider de cette recomposition. Parce que quand Israël dit le Moyen-Orient, en fait, va être en feu, je paraphrase, ça veut dire que aujourd'hui, la clé pour les dirigeants israéliens, c'est effectivement quelques renversements de régime autour, quelques affaiblissements autour, une sorte d'incursion politique, diplomatique et militaire dans la région. C'est-à-dire que je crois que la principale faute de la diplomatie occidentale, c'est de ne pas avoir vu que la partie qui se jouait au Proche-Orient était en train de recomposer le système international dans la mesure où c'était en situation de redéfinir les identifications des uns et des autres. C'est-à-dire que dans la comparaison entre le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien, beaucoup d'États du Sud ont vu ce fameux double standard dont on parle tant, ont vu également se révéler jour après jour l'impuissance de la puissance, l'incapacité occidentale de garder le fil de contrôle d'un conflit, d'accord, et surtout à libérer les énergies de quantité d'États. Il suffit de regarder le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se sont dit, mais à propos du conflit israélo-palestinien, on peut redéfinir de nouvelles formes, non pas d'alliances, c'est fini les alliances, mais de nouvelles formes d'affinité. Et dans ce contexte, effectivement, le Sud global est le grand gagnant. Moi, c'est un des points que je développe dans mon livre, c'est-à-dire que nous autres Occidentaux, nous avons eu une confiance aveugle dans les vertus de la guerre parce que pendant 4 siècles, la guerre nous a permis de tailler le monde à notre image, ou en tous les cas à l'image de ce que nous voulions. Et c'est ça qui a fait la popularité de la guerre et qui a fait oublier l'art de la paix. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que la guerre ne tient plus ses promesses, on voit que les acteurs s'émancipent de ces disciplines d'hier. Et les acteurs en Afrique, les acteurs en Asie, au Moyen-Orient, voire en Amérique latine, etc. Et que, du coup, la guerre n'étant plus en mesure de rétablir l'ordre voulu par les Occidentaux, eh bien, cet ordre est en train de filer entre les doigts des diplomaties occidentales. C'est la raison pour laquelle j'explique qu'il faut inventer cet art de la paix pour reconfigurer l'ordre international. C'est la première fois depuis la paix de Westphalie 1648 que les guerres ne sont plus capables de redessiner la figure du monde. Ben, peut-être qu'ils se disent qu'une petite guerre, un rapport de force amélioré peut permettre justement d'aller à la table de négociation et de bâtir une paix. Mais où cela s'est-il produit? Où d'abord avons-nous vu
une négociation se réaliser, s'accomplir et modifier l'ordre international depuis 1856, depuis le traité de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée. Il n'y a pas eu de négociation à la fin de la Première Guerre mondiale, seulement négociation entre vainqueurs. Il n'y a pas eu du tout de négociation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu tout un tas de négociations bizarres depuis 1945 qui n'ont jamais rien redéfini de solide. Ça prouve quoi ? Ça prouve que la négociation qui autrefois obéissait à la matrice guerrière, aujourd'hui ne répond plus, n'a plus cet effet de prolongement de la victoire. La négociation, c'était ce qui permettait aux vainqueurs d'imposer le plus possible de ce qu'ils souhaitaient aux vaincus. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Et comme ça ne marche plus comme ça, il faut savoir refaire le monde par d'autres voies, c'est ce que j'appelle l'art de la paix, c'est-à-dire construire un ordre international non plus au gré des canons, mais au gré de la redécouverte des vertus d'humanité, c'est-à-dire des grands défis planétaires et des grands problèmes humains, des grands problèmes sociaux auxquels l'humanité est confrontée. En tout cas, merci Bertrand. L'art de la paix de Bertrand Badji, c'est aux éditions Flammarion, après l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà, c'est un livre très intéressant, donc vous pouvez commander chez votre libraire et aussi sur les librairies numériques si le cœur vous en dit. Merci Bertrand. Et nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badji, que vous avez regardé sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube et sur notre site internet lemediatv.fr. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux, car le média ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui nous regardent et qui nous aiment. Alors soutenez-nous si vous le pouvez sur le mediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.